Alors sur ce dernier volet de la semaine de la qualité de vie au travail, on va, après avoir évoqué les relations entre les instances, les relations entre les instances et les salariés, on va évoquer la relation entre l'entreprise et les salariés. Alors, comment l'entreprise peut améliorer la qualité de vie au travail par la prise en compte de ses salariés? Vaste sujet. Je crois que tout dépend du secteur d'activité, du type d'entreprise, du type d'employé que tu as. Et donc là, on ne peut pas donner une recette qui serait applicable partout et par tous en tout temps. Vraiment, là, le sujet, il est à prendre presque au cas par cas. Voilà, il n'y a pas d'organisation type, il n'y a pas de schéma type là-dessus. Après, une fois que tu as ces paramètres, tu vas t'intéresser à effectivement quel type de salarié j'ai. Si tu es fortement concerné par une population plutôt jeune, ben, les jeunes n'ont pas les mêmes besoins en termes de qualité de vie au travail, en termes d'équilibre de vie, que des seniors. Si tu as une population fortement féminine, par exemple, tu auras peut-être avoir des besoins autour de tout ce qui va toucher à la parentalité, aux enfants, etc. Si tu as des seniors, tu auras peut-être davantage de besoins en termes, sans faire preuve comment dire, d'une quelconque forme de discrimination dans le propos. Ce que je veux dire par là, c'est que selon la population que tu as, tu vas ajuster des besoins. Ça peut être en mobilité, ça peut être en outillage, ça peut être en jour de récup, en journée de off, quand est-ce que tu démarres, quand est-ce que tu clôtures ta journée de travail. C'est plutôt là où c'est à négocier. Et là, il faut s'intéresser à la sociologie de ton organisation, à ta sociodémographie. Et j'ai surtout envie de dire que les bases pour avoir une bonne qualité de vie au travail, c'est les temps de déconnexion et le respect de l'équilibre vie privée, vie professionnelle qui, dans certaines entreprises, fait cruellement défaut, notamment dans des secteurs comme la défense ou ces endroits-là. Alors, oui, et c'est malheureusement à ce titre qu'on a légiféré sur le droit à la déconnexion et sur ce type de pare-feu pour s'assurer effectivement qu'on n'aille pas trop loin. Tu as eu le même sujet sur le principe des forfaits jours. Voilà, les cadres au forfait jour, c'est devenu, tu sais, le forfait SFR Millennium illimité, quoi. Soir et week-end, on t'appelle, tu es disponible. Donc effectivement, là-dessus, aujourd'hui, on encadre davantage pour s'assurer du respect du temps, des horaires efficients de travail, des temps de repos, des temps entre deux prises de poste. D'accord, puisque ça aussi, il faut l'intégrer. Intégrer aussi le temps lié au transport. Parce que tu ne mènes pas la même vie quand tu es à 10 minutes de ton lieu de travail que quand tu es en banlieue parisienne et qu'il te faut 1h15 le matin et puis 1h15 le soir. Donc effectivement, ce sujet du temps de travail, c'est un sujet central. Et aussi parce que notre contexte social a beaucoup bougé. Et donc il n'y a pas seulement les besoins des individus, il y a aussi le contexte économique, social dans lequel on se situe aujourd'hui. Alors pour la déconnexion, il y a des entreprises qui ont des accords qui sont très intéressants. Je pense à Danone, Volkswagen, notamment, ces grandes entreprises internationales. Mais quelquefois, là où ça pêche un peu, c'est que quand elles sont internationales, elles sont sujettes à des fuseaux horaires et que quelquefois, les temps de déconnexion sont assez courts parce qu'on peut avoir besoin, quand on est chez Danone, de communiquer avec ne serait-ce que les départements d'outre-mer. Et là, à ce moment-là, avec les décalages horaires, on est un peu ennuyé. Mais normalement, dans ces entreprises-là, on peut envoyer des mails quand on a envie à des collaborateurs, sauf que eux ne les reçoivent pas en dehors de certains créneaux horaires. Alors, il y a certains logiciels avec lesquels ça ne marche pas, mais ça, c'est quelque chose qui est concret, c'est quelque chose qui est efficace. De même pour les téléphones. Il y a des choses qui ne passent plus entre certaines heures. Donc ça, pour le reste. Mais est-ce que on devrait légiférer en intégrant cette interdiction, ou est-ce que ce serait liberticide d'imposer à toutes les entreprises d'imposer un temps de déconnexion? C'est l'écart cruel qu'on a entre le travail prescrit et le travail réel. On aura beau prescrire tout un tas de normes et de règles, elles vont toujours se confronter à ce qui se passe dans la réalité. Et donc je pense qu'on ne peut pas non plus aller trop loin dans la prescription et dans le cadre réglementaire, puisqu'il y a des nécessités, et nécessité fait loi. Et quand tu es dans une entreprise du secteur international, évidemment, la question des fuseaux horaires, elle n'est pas calée sur le fuseau horaire français. Voilà. Tu sais que tu es en interaction avec tes homologues en Chine, aux US ou ailleurs, et donc on ne peut pas, ça serait abscon, ça serait idiot de fermer le robinet en se disant mais parce que nos amis franco-français, voilà, ça ne fonctionne pas comme ça. Par contre, dans d'autres structures, oui, ça a du sens de limiter, de verrouiller et de s'assurer que
ben, tu n'es pas sursollicité tes soirs, tes week-ends, pendant tes congés, etc. Alors surtout pendant les congés, on n'amène pas son ordinateur à la plage, d'abord parce que l'ordinateur craint la chaleur, et puis ensuite parce que la plage c'est fait pour lire, c'est fait pour se baigner, c'est fait pour rester en famille, mais c'est pas fait pour envoyer des mails. Bien sûr. Voilà, donc ceci étant dit, on vous recommande fortement de laisser l'ordinateur au bureau pendant vos vacances, et normalement on ne doit pas pouvoir vous le reprocher quand vous rentrez. Non, et puis le cadre juridique, c'est un cadre collectif. Rien n'empêche aux individus d'avoir leur libre arbitre aussi. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as imposé du droit à la déconnexion et que tu demandes à tous tes salariés de ne pas le faire que tu n'as pas quelqu'un qui va te dire moi ça m'arrange. Alors, quand on est en congé, et de se voir suggérer qu'on pourrait vous appeler à un moment ou à un autre pour un dossier ou l'autre, que savoir vous demander si vous allez être libre pour répondre à vos mails, ça peut constituer une forme de harcèlement. Alors oui, le harcèlement à partir du moment où il y a une intention de nuire, où il y a une répétition, où il y a quelque chose qui vient, qui est subi et qui n'est pas choisi. Voilà. Je pense que quand tu fais le choix, en toute conscience, d'accepter, de tolérer à ce que, exceptionnellement ou régulièrement, on puisse échanger, etc., il n'y a pas de souci. Voilà. Quand c'est choisi et conscient et partagé tous, c'est pas un problème. Le harcèlement, c'est quand tu dis non, ça c'est ma limite, d'accord, et qu'elle n'est pas respectée. C'est-à-dire que là, on passe de quelque chose qui s'appelle la maladresse, c'est-à-dire je ne savais pas, à de la malveillance, c'est-à-dire j'ai posé une limite claire, nette et précise, et celle-ci n'a pas été respectée. Ma limite étant, quand j'ai quitté mon travail, je suis dans mon temps personnel et privé, merci de ne pas m'envoyer de mail ou de demande X ou Y. Alors, on est dans ce cadre de harcèlement-là. Alors, ce que je vous conseille, c'est de dire non, je suis en congé, je ne répondrai à rien, parce que quelquefois, vous donnez une phalange et on vous prend la main. Donc, soyez bien vigilants sur ces temps de congé dont vous avez besoin, parce qu'en plus, on remarque que cette sortie de crise sanitaire, ce contexte lourd avec la guerre en Ukraine, influe largement sur l'intellect et la santé mentale des salariés. Et ce temps de déconnexion, avec la chaleur qui va nous tomber dessus, nous est absolument nécessaire. Et il faut donc border son temps privé. Et je dirais même qu'il faut le border en dehors de la journée de travail aussi, parce qu'il n'est pas normal que des gens ramènent l'ordinateur à la maison le soir pour continuer à travailler, parce que là, il n'y a plus de limite entre le travail et le temps personnel. Et ça, c'est un point de vigilance à remonter à son manager, puisque là, on est dans les relations entre les salariés et l'entreprise. Oui. Et il y a des questionnaires là-dessus dans les entreprises, et il faut remonter les informations sur le sentiment qu'on a du respect de sa vie privée par l'employeur. Oui, c'est une bonne chose de l'amener par la voie du management. Les temps de repos doivent être considérés comme du temps de travail. Les temps off sont des temps utiles. Les temps off, c'est des temps où tu échanges, où tu communiques, où tu récupères, où tu réponds à tes mails, et en fait tout un tas où on se coordonne, et où on gère des imprévus, il y a tout un tas d'activités qui ne sont pas, des activités de production pur jus, mais qui font partie du temps de travail. Et donc on a besoin d'avoir cette plasticité et une souplesse d'agenda dans des temps morts. Donc les temps morts pour la production et des temps morts pour récupérer. Là-dessus, on a à prendre, ou en tout cas à regarder ce qui se passe chez nos voisins allemands. En Allemagne, un salarié qui finit à 20h au lieu de finir à 18h, en fin de semaine, son patron ou son manager vient le voir en disant « Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. » Voilà. Que tu bosses en dehors de tes heures de travail, tes soirs, tes week-ends, ou même en restant sur place, c'est qu'il y a un souci dans notre organisation, et qu'il y a un souci en termes de charge de travail, et qu'il y a un souci dans le sujet. Sachant que les Allemands se passent très bien du travail le week-end. Oui, et clairement. Notamment du travail le dimanche. Donc effectivement, je pense qu'on a à s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. Et puis on parlait du management, en tout cas on fait le lien avec celui-ci. Je trouve que le management a un rôle à jouer aujourd'hui en termes d'intégration et de compétences sur ce sujet de l'efficacité.
Allez, je vais rapprocher ça au monde du sport. Combien de finales de Champions League tu joues à l'année? Si tu joues en première ligue, tu en joues 6. Pas en première ligue. Si tu joues uniquement la Champions League, la C1. Ah ben tu fais ta finale, ouais. T'en fais qu'une seule. D'accord. Si tu joues une finale de Champions League, tu mets qui sur le terrain? Tu mets tes joueurs les plus frais. Les plus frais, les plus capés, les plus expérimentés. Et en termes de stratégie, tu vas mettre en place ta meilleure stratégie. Et jusque-là, ça va. Sauf que ta Champions League, t'en joues une dans l'année. Oui. Si tu joues le championnat, est-ce qu'à tous les matchs, tu mets tes meilleurs joueurs, tu mets ta meilleure stratégie, la même, etc. Non, tu fais tourner. Tu fais tourner, pourquoi tu fais tourner ton effectif? Pour qu'il récupère. Exactement, pour que ton équipe tienne jusqu'à la fin de l'année, pour que tu fasses tout le championnat. Donc tu vas jouer avec des plus jeunes, tu vas tester différents schémas tactiques, tu vas reposer tes bons éléments, etc. L'objectif, il est de tenir sur la durée. D'accord ? Pourquoi je me permets de prendre cet exemple-là? Aujourd'hui, tu te retrouves dans des organisations et des managers qui jouent tous les jours une finale de Champions League. C'est-à-dire que tous les jours, ils mettent leurs meilleurs éléments, ils vont les faire jouer à fond, voilà, donc en mode surcharge maximum, et puis tu les récupères quelques mois après, quelques années après, en burn-out, parce qu'on les a cramés. Oui, oui, il y a d'ailleurs des entraîneurs d'équipes de foot qui font beaucoup trop jouer les mêmes joueurs et qui se retrouvent avec beaucoup de joueurs blessés à un moment de la saison parce qu'ils les ont trop sollicités, voire même ils les ont abîmés à l'entraînement pour certains. Si tu veux, effectivement, cette métaphore-là, elle est simplement pour dire que les temps de repos, le fait de reposer son effectif, c'est ce qui te permet de jouer le match et de continuer à travailler sur du moyen et long terme. Et ce qui manque aujourd'hui au niveau du management, c'est d'avoir une certaine vision à moyen et long terme, que ce soit la qualité de vie au travail, mais aussi la gestion de la charge de travail, etc. Pour les représentants du personnel, formez-vous, mais vous, employeurs, formez vos managers, parce que c'est souvent un manque de formation du manager qui fait qu'il y a des grains de sable comme ça qui empêchent les mécanismes de bien rouler. Merci Rachid. Merci Jacques.